Orgueil et préjugés, partie 10, chapitre 54. Aussitôt qu'ils furent partis, Élisabeth sortit pour tâcher de se remettre, ou plus exactement, pour se plonger dans les réflexions les mieux faites pour lui ôter tout courage. L'attitude de M. Darcy était pour elle un sujet d'étonnement et de mortification. Puisqu'il a pu se montrer si aimable avec mon oncle et ma tante, quand il était à Londres, pensait-elle, pourquoi ne l'est-il pas avec moi? S'il me redoute, pourquoi est-il venu? S'il a cessé de m'aimer, pourquoi ce silence? Quel homme déconcertant! Je ne veux plus penser à lui. L'approche de sa sœur vint l'aider à donner à cette résolution un commencement d'exécution. L'air joyeux de Jane témoignait qu'elle était satisfaite de leur visiteur beaucoup plus qu'Élisabeth. « Maintenant qu'a eu lieu cette première rencontre, dit-elle, je me sens tout à fait soulagée. Mes forces ont été mises à l'épreuve et je puis le voir désormais sans aucun trouble. Je suis contente qu'il vienne dîner ici mardi. Ainsi, tout le monde pourra se rendre compte que nous nous rencontrons, lui et moi, sur un pied de parfaite indifférence. » « De parfaite indifférence? Je n'en doute pas, » dit Élisabeth en riant. « Oh, Jane, prenez garde. »« Ma petite Lizzie, vous ne me croyez pas assez faible pour courir encore le moindre danger. Je crois que vous courez surtout le danger de le rendre encore plus amoureux qu'auparavant. » On ne revit pas les jeunes gens jusqu'au mardi. Ce soir-là, il y avait nombreuses compagnies à Longbourn, et les deux invités de Marc se montrèrent exacts. Quand on passa dans la salle à manger, Élisabeth regarda si Bingley allait reprendre la place qui, dans les réunions d'autrefois, était la sienne auprès de sa sœur. Mrs. Bennet, en mère avisée, omit de l'inviter à prendre place à côté d'elle. Il parut hésiter tout d'abord, mais Jane, par hasard, regardait de son côté en souriant. Le sort en était jeté. Il alla s'asseoir auprès d'elle. Élisabeth, avec un sentiment de triomphe, lança un coup d'œil dans la direction de M. Darcy. Il paraissait parfaitement indifférent, et, pour un peu, elle aurait cru qu'il avait donné à son ami toute licence d'être heureux. Si elle n'avait vu les yeux de Bingley se tourner vers lui avec un sourire un peu confus. Pendant tout le temps du dîner, il témoigna à sa sœur une admiration qui, pour être plus réservée qu'auparavant, n'en prouva pas moins à Élisabeth que s'il avait toute la liberté d'agir, son bonheur et celui de Jane seraient bientôt assurés. M. Darcy, séparé d'elle par toute la longueur de la table, était assis à côté de la maîtresse de maison. Élisabeth savait que ce voisinage ne pouvait leur causer aucun plaisir, et qu'il n'était pas fait pour les mettre en valeur ni l'un ni l'autre. Trop éloignés pour suivre leur conversation, elle remarquait qu'ils se parlaient rarement et toujours avec une froide politesse. La mauvaise grâce de sa mère lui rendait plus pénible le sentiment de tout ce que sa famille devait à M. Darcy, et, à certains moments, elle eût tout donné pour pouvoir lui dire qu'une personne au moins de cette famille savait tout, et lui était profondément reconnaissante. Elle espérait que la soirée leur fournirait l'occasion de se rapprocher et d'avoir une conversation moins banale que les quelques propos cérémonieux qu'ils avaient échangés à son entrée. Dans cette attente, le moment qu'elle passa au salon avant le retour des messieurs lui parut interminable. Il lui semblait que tout le plaisir de la soirée dépendait de l'instant qui allait suivre. « S'il ne vient pas alors me rejoindre, pensa-t-elle, j'abandonnerai toute espérance. » Les messieurs revinrent au salon, et M. Darcy eut l'air un instant de vouloir répondre aux vœux d'Élisabeth. Mais, hélas, autour de la table où elle servait le café avec Jane, les dames s'étaient rassemblées en un groupe si compact qu'il n'y avait pas moyen de glisser une chaise parmi elles. M. Darcy se dirigea vers une autre partie du salon où Élisabeth le suivit du regard, enviant tous ceux à qui il adressait la parole. Un peu d'espoir lui revint en le voyant rapporter lui-même sa tasse. Elle saisit cette occasion pour lui demander « Votre sœur est-elle encore à Pemberley ?»« Oui, elle y restera jusqu'à Noël. »« Tous ses amis l'ont-ils quittée ?»« Mrs. Annesley est toujours avec elle. Les autres sont partis pour Scarborough il y a 3 semaines. »
Élisabeth chercha en vain autre chose à dire. Après tout, il ne tenait qu'à lui de poursuivre la conversation s'il le désirait. Mais il restait silencieux à ses côtés, et comme une jeune fille s'approchait et chuchotait à l'oreille d'Élisabeth, il s'éloigna. Les plateaux enlevés, on ouvrit les tables à jeu, et toutes les dames se levèrent. M. Darcy fut aussitôt accaparé par Mrs. Bennet, qui cherchait des joueurs de whist. Ce que, voyant, Élisabeth perdit tout son espoir de le voir la rejoindre, et n'attendit plus de cette réunion aucun plaisir. Ils passèrent le reste de la soirée à des tables différentes, et tout ce qu'Élisabeth put faire fut de souhaiter qu'il tournât ses regards de son côté assez souvent pour le rendre autant qu'elle-même distrait et maladroit au jeu. « Eh bien, enfant, dit Mrs. Bennet dès qu'elle se retrouva avec ses filles, que pensez-vous de cette soirée ? J'ose dire que tout a marché à souhait. J'ai rarement vu un dîner aussi réussi. Le chevreuil était rôti à point et tout le monde a déclaré n'avoir jamais mangé un cuisseau pareil. Le potage était incomparablement supérieur à celui qu'on nous a servi chez les Lucas la semaine dernière. Monsieur Darcy lui-même a reconnu que les perdreaux étaient parfaits. Or, il doit bien avoir chez lui 2 ou 3 cuisiniers français. Et puis, ma chère Jane, je ne vous ai jamais vue plus en beauté. Mrs. Lang, à qui je l'ai fait remarquer, était de mon avis. Et savez-vous ce qu'elle a ajouté ? Ah, Mrs. Bennet, je crois bien que nous la verrons tout de même à Netherfield. Oui, elle a dit cela textuellement. Cette Mrs. Lang est la meilleure personne qui soit. Et ses nièces sont des jeunes filles fort bien élevées et pas du tout jolies. Elles me plaisent énormément. Cette journée a été fort agréable, dit Jane à Élisabeth. Les invités étaient bien choisis, tout le monde se convenait. J'espère que de telles réunions se renouvelleront. Élisabeth sourit. Lydie, ne souriez pas. Vous me mortifiez en prenant cet air sceptique. Je vous assure que je puis jouir maintenant de la conversation de M. Bingley comme de celle d'un homme agréable et bien élevé, sans la plus petite arrière-pensée. Je suis absolument persuadée, d'après sa façon d'être actuelle, qu'il n'a jamais pensé à moi. Il a seulement plus de charme dans les manières et plus de désir de plaire que n'en montrent la plupart des hommes. « Vous êtes vraiment cruelle » repartit Élisabeth. « Vous me défendez de sourire et vous m'y forcez sans cesse. Excusez-moi donc, mais si vous persistez dans votre indifférence, vous ferez bien de chercher une autre confidente. » Chapitre 55. Peu de jours après, M. Bingley se présenta de nouveau, et cette fois seul. Son ami l'avait quitté le matin pour retourner à Londres, et il devait revenir une dizaine de jours plus tard. M. Bingley resta environ 1 heure et montra un entrain remarquable. Mrs. Bennet lui demanda de rester à dîner, mais il répondit qu'à son grand regret, il était déjà retenu. « Pouvez-vous venir demain ?» Oui, il n'avait point d'engagement pour le lendemain, et il accepta l'invitation avec un air de vif contentement. Le lendemain, il arriva de si bonne heure qu'aucune de ces dames n'était encore prête. En peignoir et à demi coiffée, Mrs. Bennet se précipita dans la chambre de sa fille. « Vite, ma chère Jane, dépêchez-vous de descendre. Il est arrivé. Monsieur Bingley est là. Oui, il est là. Dépêchez-vous, Sarah. Laissez la coiffure de Miss Lydie et venez vite aider Miss Jane à passer sa robe. »« Nous descendrons dès que nous le pourrons, » dit Jane. « Mais Kitty doit être déjà prête, car il y a 1 demi-heure qu'elle est montée. »« Que Kitty aille au diable. Il s'agit bien d'elle. Vite, votre ceinture, ma chérie. » Mais rien ne put décider Jane à descendre sans une de ses sœurs. La préoccupation de ménager un tête-à-tête aux 2 jeunes gens fut de nouveau visible chez Mrs. Bennet dans la soirée. Après le thé, son mari se retira dans la bibliothèque selon son habitude, et Marie alla retrouver son piano. 2 obstacles sur 5 ayant ainsi disparu, Mrs. Bennet se mit à faire des signes à Élisabeth et à Kitty, mais sans succès. Élisabeth ne voulait rien voir. Elle finit par attirer l'attention de Kitty, qui lui demanda innocemment: « Qu'y a-t-il, maman ? Que veulent dire tous ces froncements de sourcils ? Que faut-il que je fasse ? » « Rien du tout, mon enfant.
Je ne vous ai même pas regardé. Mrs. Bennet se tint tranquille 5 minutes. Mais elle ne pouvait se résoudre à perdre un temps aussi précieux. À la fin, elle se leva et dit soudain à Kitty « Venez, ma chérie, j'ai à vous parler. » Et elle l'emmena hors du salon. Jane jeta vers Élisabeth un regard de détresse où se lisait l'instante prière de ne pas se prêter à un tel complot. Quelques instants après, Mrs. Bennet entrebâilla la porte et appela « Lydie, mon enfant, j'ai un mot à vous dire. » Élisabeth fut bien obligée de sortir. « Nous ferons mieux de les laisser seuls, » lui dit sa mère. « Kitty et moi allons nous installer dans ma chambre. » Élisabeth n'essaya pas de discuter avec sa mère. Elle attendit tranquillement dans le hall que Mrs. Bennet et Kitty eussent disparu pour retourner dans le salon. Les savantes combinaisons de Mrs. Bennet ne réussirent pas ce soir-là. M. Bingley se montra des plus charmants, mais ne se déclara pas. Il ne se fit pas prier pour rester à souper, et, avant qu'il prît congé, Mrs. Bennet convint avec lui qu'il reviendrait le lendemain matin pour chasser avec son mari. À partir de ce moment, Jane n'essaya plus de parler de son indifférence. Pas un mot au sujet de Bingley ne fut échangé entre les deux sœurs, mais Élisabeth s'en fut couchée avec l'heureuse certitude que tout serait bientôt décidé, hors le cas d'un retour inopiné de M. Darcy. Bingley fut exact au rendez-vous et passa toute la matinée au dehors avec M. Bennet, comme il avait été entendu. Ce dernier se montra beaucoup plus agréable que son compagnon ne s'y attendait. Il n'y avait chez Bingley ni vanité, ni sottise qui pût provoquer l'ironie ou le mutisme de M. Bennet, qui se montra moins original et plus communicatif que Bingley ne l'avait encore vu. Ils revinrent ensemble pour le dîner. Après le thé, Élisabeth s'enfuit dans le petit salon écrire une lettre. Les autres se préparant à faire une partie de cartes, sa présence n'était plus nécessaire, pensa-t-elle, pour déjouer les combinaisons de sa mère. Sa lettre terminée, elle revint au salon et vit alors que Mrs. Bennet avait été plus avisée qu'elle. En ouvrant la porte, elle aperçut sa sœur et Bingley debout devant la cheminée, qui parlaient avec animation. Si cette vue ne lui avait donné aucun soupçon, l'expression de leur physionomie et la hâte avec laquelle ils s'éloignèrent l'un de l'autre auraient suffi pour l'éclairer. Trouvant la situation un peu gênante, Élisabeth allait se retirer quand Bingley, qui s'était assis, se leva soudain, murmura quelques mots à Jane et se précipita hors du salon. Jane ne pouvait rien cacher à Élisabeth et, la prenant dans ses bras, reconnut avec émotion qu'elle était la plus heureuse des femmes. « C'est trop !» ajouta-t-elle. « Beaucoup trop ! Je ne le méritais pas. Oh, que je voudrais voir tout le monde aussi heureux que moi !» Élisabeth félicita sa sœur avec une sincérité, une joie et une chaleur difficiles à rendre. Chaque phrase affectueuse ajoutait au bonheur de Jane. Mais elle ne voulut pas prolonger davantage cet entretien. « Il faut que j'aille tout de suite trouver ma mère, dit-elle. Je ne voudrais sous aucun prétexte avoir l'air de méconnaître son affectueuse sollicitude ou permettre qu'elle apprît la nouvelle par un autre que moi-même. Il est allé de son côté trouver mon père. Oh, Lydie, quel plaisir de songer que cette nouvelle va causer tant de joie au mien. Comment supporterais-je tant de bonheur ?» Et elle courut rejoindre sa mère, qui avait interrompu exprès la partie de cartes et s'était retirée au premier étage avec Kitty. Élisabeth, restée seule, sourit devant l'aisance et la rapidité avec laquelle se réglait une affaire qui leur avait donné tant de mois d'incertitude et d'anxiété. Elle fut rejointe, au bout de quelques minutes, par Bingley, dont l'entrevue avec M. Bennet avait été courte et satisfaisante. « Où est votre sœur ?» demanda-t-il en ouvrant la porte. « Avec ma mère, au premier. Mais je suis sûre qu'elle va redescendre bientôt. » Fermant la porte, il s'approcha d'elle et réclama des félicitations et une part de son affection fraternelle. Élisabeth exprima avec effusion toute sa joie de voir se former entre eux un tel lien. Ils se serrèrent la main avec une grande cordialité et, jusqu'au retour de Jane, elle dut écouter tout ce qu'il avait à dire de son bonheur et des perfections de sa fiancée. Tout en faisant la part de l'exagération naturelle aux amoureux,
Élisabeth se disait que tout ce bonheur entrevu n'était pas impossible, car il aurait pour base l'excellent jugement et le caractère idéal de Jane, sans compter une parfaite similitude de goût et de sentiments entre elle et Bingley. Ce fut pour tous une soirée exceptionnellement heureuse. Le bonheur de Jane donnait à son visage un éclat et une animation qui la rendaient plus charmante que jamais. Kitty minaudait, souriait, espérait que son tour viendrait bientôt. Mrs. Bennet ne trouvait pas de termes assez chauds, assez éloquents pour donner son consentement et exprimer son approbation, bien qu'elle ne parlât point d'autre chose à Bingley pendant plus d'une demi-heure. Quant à M. Bennet, lorsqu'il vint les rejoindre au souper, sa voix et ses manières disaient clairement combien il était heureux. Pas un mot, pas une allusion, cependant, ne passa ses lèvres jusqu'au moment où leur visiteur eut pris congé, car alors il s'avança vers sa fille en disant « Jane, je vous félicite. Vous serez une femme heureuse. » Jane aussitôt l'embrassa et le remercia de sa bonté. « Vous êtes une bonne fille, » répondit-il, « et j'ai grand plaisir à penser que vous allez être si heureusement établie. Je ne doute pas que vous ne viviez tous deux dans un parfait accord. Vos caractères ne sont en rien dissemblables. Vous êtes l'un et l'autre si accommodants que vous ne pourrez jamais prendre une décision, si débonnaires que vous serez trompés par tous vos domestiques, et si généreux que vous dépenserez plus que votre revenu. J'espère qu'il n'en sera rien. Si j'étais imprudente ou insouciante en matière de dépenses, je serais impardonnable. Plus que leur revenu? À quoi pensez-vous, mon cher monsieur Bennet? S'écria sa femme. Il a au moins 4 ou 5 000 livres de rente. Oh, ma chère Jane, je suis si contente. Je n'en dormirai pas de la nuit. À partir de ce moment, Bingley fit à Longbourn des visites quotidiennes. Il arrivait fréquemment avant le breakfast et restait toujours jusqu'après le souper, à moins que quelques voisins barbares, et qu'on ne pouvait assez maudire, ne lui eût fait une invitation à dîner qu'il ne crut pas pouvoir refuser. Élisabeth n'avait plus beaucoup de temps pour s'entretenir avec sa sœur, car Jane, en la présence de Bingley, n'accordait son attention à personne d'autre. Mais elle rendait grand service à tous deux dans les inévitables moments de séparation. En l'absence de Jane, Bingley venait chanter ses louanges à Élisabeth, et, Bingley parti, Jane en faisait autant de son côté. « Il m'a rendue heureuse, dit-elle un soir, en m'apprenant qu'il avait toujours ignoré mon séjour à Londres au printemps dernier. Je ne le croyais pas possible. »« J'en avais bien le soupçon, » répondit Élisabeth. « Quelle explication vous a-t-il donnée ? » Ce devait être la faute de ses sœurs. Assurément, elles ne tenaient pas à encourager les relations entre leur frère et moi, ce qui n'a rien d'étonnant, puisqu'il aurait pu faire un mariage tellement plus avantageux, sous bien des rapports. Mais quand elles verront, comme j'en ai la confiance, que leur frère est heureux avec moi, elles en prendront leur parti. Croyez-vous, Lydie, que lors de son départ en novembre, il m'aimait vraiment, et que la seule conviction de mon indifférence l'a empêché de revenir ? Il a commis une petite erreur, assurément, mais elle est tout à l'honneur de sa modestie. Élisabeth était contente de voir que Bingley n'avait pas dit un mot de l'intervention de son ami, car bien que Jane eût le cœur le plus généreux et le plus indulgent, cette circonstance n'aurait pu manquer de la prévenir contre M. Darcy. « Je suis certainement la créature la plus heureuse du monde, » s'écria Jane. « Oh, Lydie, pourquoi suis-je la privilégiée de la famille ? Si je pouvais seulement vous voir aussi heureuse, s'il y avait seulement pour vous un homme comparable à Charles. Quand vous me donneriez à choisir parmi 20 autres exemplaires de votre fiancé, je ne pourrais jamais être aussi heureuse que vous. Il me manquerait pour cela votre aimable caractère. Non, non, laissez-moi me débrouiller comme je pourrais. Peut-être, avec un peu de chance, pourrais-je trouver un jour un second Monsieur Collins. Chapitre 56. Une semaine environ après les fiançailles de Jane, comme les dames étaient réunies un matin dans la salle à manger en compagnie de Bingley, leur attention fut éveillée soudain par le bruit d'une voiture,
et elles aperçurent une chaise de poste à 4 chevaux qui contournait la pelouse. L'heure était vraiment matinale pour une visite d'amis, et d'ailleurs ni l'équipage ni la livrée du cocher ne leur étaient connus. Cependant, comme il était certain que quelqu'un allait se présenter, Bingley eut au fait de décider Jane à l'accompagner dans le petit bois pour fuir l'intrus. Mrs. Bennet et ses autres filles se perdaient en conjectures lorsque la porte s'ouvrit et livra passage à Lady Catherine. Elle entra dans la pièce avec un air encore moins gracieux que d'habitude, ne répondit à la révérence d'Élisabeth qu'en inclinant légèrement la tête, et s'assit sans mot dire. Élisabeth l'avait nommée à sa mère après son entrée, bien que, sa grâce, n'eût pas demandé à être présentée. Mrs. Bennet, stupéfaite, mais flattée de voir chez elle une personne de si haute importance, déploya pour la recevoir toutes les ressources de sa politesse. Après un moment de silence, Lady Catherine dit assez sèchement à Élisabeth. « J'espère que vous allez bien, Miss Bennet. »« Cette dame est votre mère, je suppose ?» Élisabeth fit une brève réponse affirmative. « Et voilà sans doute une de vos sœurs. »« Oui, madame, » intervint Mrs. Bennet, ravie de parler à une aussi grande dame. « C'est mon avant-dernière fille. La plus jeune s'est mariée dernièrement, et l'aînée est au jardin avec un jeune homme qui ne tardera pas, je crois, à faire partie de notre famille. »« Votre parc n'est pas bien grand, » reprit Lady Catherine après une courte pause. « Ce n'est rien en comparaison de Rosings, assurément, my lady, mais je vous assure qu'il est beaucoup plus vaste que celui de Sir William Lucas. Cette pièce doit être bien incommode pour les soirs d'été. Elle est en plein couchant. » Mrs. Bennet assura que l'on ne s'y tenait jamais après dîner, puis elle ajouta « Puis-je prendre la liberté de demander à votre grâce si elle a laissé Mr. et Mrs. Bennet en bonne santé ? » ?»« Oui, ils vont très bien. Je les ai vus avant-hier au soir. » Élisabeth s'attendait maintenant à ce qu'elle lui remît une lettre de Charlotte, seule raison, semblait-il, qui pût expliquer cette visite. Mais ne voyant aucune lettre venir, elle se sentit de plus en plus intriguée. Mrs. Bennet pria sa grâce d'accepter quelques rafraîchissements, mais Lady Catherine déclara nettement, et sans beaucoup de forme, qu'elle n'avait besoin de rien. Puis, se levant, elle dit à Élisabeth « Miss Bennet, il m'a semblé qu'il y avait un assez joli petit bois de l'autre côté de votre pelouse. J'y ferai volontiers un tour, si vous me faites la faveur de m'accompagner. »« Allez-y, ma chérie, » s'écria Mrs. Bennet, « et montrez à sa grâce les plus jolies allées. Je suis sûre que l'ermitage lui plaira. » Élisabeth obéit et, courant chercher son ombrelle dans sa chambre, elle redescendit se mettre à la disposition de la noble visiteuse. Comme elle traversait le hall, Lady Catherine ouvrit les portes de la salle à manger et du salon, y jeta un coup d'œil et, après avoir daigné les déclarer convenables, sortit dans le jardin. Toutes deux suivirent en silence l'allée sablée qui conduisait au petit bois. Élisabeth était décidée à ne point se mettre en frais pour une femme qui se montrait, plus encore que d'habitude, insolente et désagréable. « Comment ai-je jamais pu trouver que son neveu lui ressemblait ?» se demanda-t-elle en la regardant. À peine furent-ils entrés dans le bois que Lady Catherine entama ainsi la conversation. « Vous ne devez point être surprise, Miss Bennet, de me voir ici. Votre cœur, votre conscience vous ont déjà dit la raison de ma visite. » Élisabeth la regarda avec un étonnement sincère. « En vérité, madame, vous vous trompez. Il m'est absolument impossible de deviner ce qui nous vaut l'honneur de vous voir ici. »« Miss Bennet, » répliqua sa grâce d'un ton irrité, « vous devez savoir qu'on ne se moque pas de moi. Mais s'il vous plaît de ne pas être franche, je ne vous imiterai pas. J'ai toujours été réputée pour ma sincérité et ma franchise, et dans une circonstance aussi grave, je ne m'en départirai certainement pas. Une nouvelle inquiétante m'est parvenue il y a 2 jours. On m'a dit que non seulement votre sœur était sur le point de se marier très avantageusement, mais que vous, Miss Elizabeth Bennet, vous alliez très probablement, peu après, devenir la femme de mon neveu, de mon propre neveu, Monsieur Darcy. Bien qu'il s'agisse là, j'en suis sûre, d'un scandaleux mensonge,
Et, bien que je ne veuille pas faire à mon neveu l'injure d'y ajouter foi, j'ai résolu immédiatement de me transporter ici pour vous faire connaître mes sentiments. Puisque vous ne pouvez croire que ce soit vrai, dit Élisabeth, le visage animé par l'étonnement et le dédain, je me demande pourquoi vous vous êtes imposé la fatigue d'un pareil voyage. Quelle peut être l'intention de votre grâce? C'est d'exiger qu'un démenti formel soit opposé tout de suite à de tels bruits. Votre visite à Langbourn, répliqua froidement Élisabeth, paraîtra plutôt les confirmer, si en effet ils existent réellement. S'ils existent, prétendriez-vous les ignorer? N'est-ce pas vous et les vôtres qui les avez adroitement mis en circulation? Ne savez-vous pas qu'ils se répandent partout? C'est la première nouvelle que j'en ai. Et pouvez-vous m'affirmer de même que ces bruits n'ont aucun fondement? Je ne prétends pas à la même franchise que votre grâce. Il peut lui arriver de poser des questions auxquelles je n'ai point envie de répondre. Ceci ne peut se supporter. J'insiste, Miss Bennet, pour avoir une réponse. Mon neveu vous a-t-il demandé en mariage? Votre grâce a déclaré tout à l'heure que la chose était impossible. Assurément, tant qu'il gardera l'usage de sa raison. Mais vos charmes et votre habileté peuvent lui avoir fait oublier, dans un instant de vertige, ce qu'il doit à sa famille et à lui-même. Vous êtes capable de lui avoir fait perdre la tête. Si j'ai fait cela, je serai la dernière personne à l'avouer. Miss Bennet, savez-vous bien qui je suis? Je n'ai point l'habitude de m'entendre parler sur ce ton. Je suis la plus proche parente que mon neveu ait au monde, et j'ai le droit de connaître ses affaires les plus intimes. Mais non pas les miennes. Et ce n'est pas votre façon d'agir, madame, qui me décidera à en dire davantage. Comprenez-moi bien, cette union, à laquelle vous avez la présomption d'aspirer, ne peut se réaliser. Non, jamais. Monsieur Darcy est fiancé à ma fille. Et maintenant, qu'avez-vous à dire? Que s'il en est ainsi, vous n'avez aucune raison de craindre qu'il me demande de l'épouser. Lady Catherine hésita une seconde, puis reprit. L'engagement qui les lie est d'une espèce particulière. Depuis leur tendre enfance, ils ont été destinés l'un à l'autre. Ce mariage était notre vœu le plus cher, à sa mère et à moi. Nous projetions de les unir alors qu'ils étaient encore au berceau. Et maintenant que ce rêve pourrait s'accomplir, il y serait mis obstacle par une jeune fille de naissance obscure, sans fortune et complètement étrangère à notre famille. N'avez-vous donc aucun égard pour les désirs des siens, pour son engagement tacite avec Miss de Bourgh? Avez-vous perdu tout sentiment de délicatesse, tout respect des convenances? Ne m'avez-vous jamais entendu dire que, dès ses premières années, il était destiné à sa cousine? Si, on me l'avait même dit avant vous. Mais en quoi cela me regarde-t-il? Si la seule objection à mon mariage avec votre neveu est le désir qu'avaient sa mère et sa tante de lui voir épouser Miss de Bourgh, elle n'existe pas pour moi. Vous avez fait ce qui était en votre pouvoir en formant ce projet. Son accomplissement ne dépendait pas de vous. Si M. Darcy ne se sent lié à sa cousine ni par l'honneur, ni par l'inclination, pourquoi ne pourrait-il faire un autre choix? Et si c'est moi qui suis l'objet de ce choix, pourquoi refuserais-je? Parce que l'honneur, les convenances, la prudence et votre intérêt même vous l'interdisent. Oui, Miss Bennet, votre intérêt. Car n'allez pas vous imaginer que vous serez accueilli par sa famille ou ses amis si vous agissez volontairement contre leurs désirs à tous. Vous serez blâmé, dédaigné et méprisé par tous les gens de sa connaissance. Cette alliance sera considérée comme un déshonneur, et votre nom ne sera même jamais prononcé parmi nous. Voilà en effet de terribles perspectives, répliqua Élisabeth. Mais la femme qui épousera M. Darcy trouvera dans ce mariage de telles compensations que, tout compte fait, elle n'aura rien à regretter. Fille volontaire et obstinée, vous me faites honte. Est-ce donc ainsi que vous reconnaissez les bontés que j'ai eues pour vous au printemps dernier? N'avez-vous point de ce fait quelque obligation envers moi? Voyons, asseyons-nous. Il faut que vous compreniez, Miss Bennet, que je suis venue ici absolument déterminée à voir ma volonté s'accomplir. Rien ne peut m'en détourner.
Je n'ai pas coutume de céder aux caprices d'autrui. Tout ceci rend la situation de votre grâce plus digne de compassion, mais ne peut avoir aucun effet sur moi. Ne m'interrompez pas, je vous prie. Ma fille et mon neveu sont faits l'un pour l'autre. Ils descendent du côté maternel de la même noble souche, et du côté paternel de familles anciennes et honorables, quoique non titrées. Leur fortune à tous deux est énorme. Tout le monde dans les deux familles est d'accord pour désirer ce mariage. Et qu'est-ce qui les séparerait? Les prétentions extravagantes d'une jeune personne sans parenté, relation, ni fortune? Peut-on supporter chose pareille? Non, cela ne doit pas être, et cela ne sera pas. Si vous aviez le moindre bon sens, vous ne souhaiteriez pas quitter le milieu dans lequel vous avez été élevé. Je ne considère pas que je le quitterais en épousant votre neveu. Monsieur Darcy est un gentleman. Je suis la fille d'un gentleman. Sur ce point, nous sommes égaux. Parfaitement, vous êtes la fille d'un gentleman. Mais votre mère, qui est-elle? Et vos oncles, et vos tantes? Ne croyez pas que j'ignore leur situation sociale. Quelle que soit ma famille, si votre neveu n'y trouve rien à redire, vous n'avez pas à vous occuper d'elle? Répondez-moi une fois pour toutes. Lui êtes-vous fiancé? Bien qu'Élisabeth n'eût pas voulu, dans le seul dessein d'obliger Lady Catherine, répondre à cette question, elle ne put que répondre après un instant de réflexion. Non, je ne le suis pas. Lady Catherine parut soulagée. Alors, faites-moi la promesse de ne jamais l'être. Je me refuse absolument à faire une promesse de ce genre. Miss Bennet, je suis stupéfaite et indignée. Je pensais vous trouver plus raisonnable. Mais n'allez pas vous imaginer que je céderai. Je ne partirai pas d'ici avant d'avoir obtenu la promesse que je désire. Et moi, je ne la donnerai certainement jamais. Ce n'est pas par intimidation que l'on parviendra à me faire une chose aussi déraisonnable. Votre grâce désire marier sa fille avec monsieur Darcy. La promesse que vous exigez rendra-t-elle plus probable leur mariage? En supposant que monsieur Darcy m'aime, mon refus le poussera-t-il à reporter sa tendresse sur sa cousine? Permettez-moi de vous dire, Lady Catherine, que les arguments par lesquels vous appuyez une démarche si extraordinaire sont aussi vains que la démarche est mal avisée. Vous me connaissez bien mal, si vous pensez qu'ils peuvent m'influencer le moins du monde. Jusqu'à quel point M. Darcy peut approuver votre ingérence dans ses affaires, je ne saurais le dire. Mais vous n'avez certainement pas le droit de vous occuper des miennes. C'est pourquoi je demande à ne pas être importuné davantage sur ce sujet. Pas si vite, je vous prie. Je n'ai pas fini. À toutes les raisons que j'ai déjà données, j'en ajouterai une autre. Je n'ignore rien de la honteuse aventure de votre plus jeune sœur. Je sais que son mariage avec le jeune homme n'a été qu'un replâtrage qui s'est fait aux frais de votre père et de votre oncle. Et une fille pareille deviendrait la sœur de mon neveu? Il aurait comme beau-frère le fils du régisseur de feu son père? À quoi pensez-vous, grand Dieu? Les ombres des anciens maîtres de Pemberley doivent-elles être à ce point déshonorées? Après cela, vous n'avez certainement rien à ajouter, répliqua Élisabeth amèrement. Il n'est pas une seule insulte que vous m'ayez épargnée. Je vous prie de bien vouloir me laisser retourner chez moi. Tout en parlant, elle se leva. Lady Catherine se leva aussi, et elles se dirigèrent vers la maison. Sa grâce était en grand courroux. C'est bien. Vous refusez de m'obliger. Vous refusez d'obéir à la voix du devoir, de l'honneur, de la reconnaissance. Vous avez juré de perdre mon neveu dans l'estime de tous ses amis, et de faire de lui la risée du monde. Je sais maintenant ce qu'il me reste à faire. Ne croyez pas, Miss Bennet, que votre ambition puisse triompher. Je suis venue pour essayer de m'entendre avec vous. J'espérais vous trouver plus raisonnable. Mais ne vous trompez pas, ce que je veux, je saurai l'obtenir. Lady Catherine continua son discours jusqu'à la portière de sa voiture. Alors, se retournant vivement, elle ajouta « Je ne prends pas congé de vous, Miss Bennet. Je ne vous charge d'aucun compliment pour votre mère. Vous ne méritez pas cette faveur.
Je suis outrée. Élisabeth ne répondit pas et rentra tranquillement dans la maison. Elle entendit la voiture s'éloigner tandis qu'elle montait l'escalier. Sa mère l'attendait, impatiente, à la porte du petit salon, et demanda pourquoi Lady Catherine n'était pas revenue pour se reposer. « Elle n'a pas voulu, » répondit la jeune fille. « Elle était pressée de repartir. »« Quelle personne distinguée! Et comme c'est aimable à elle de venir nous faire visite! Car je suppose que c'est uniquement pour nous apporter des nouvelles des Collins qu'elle est venue. Elle est sans doute en voyage, et, passant par Meryton, elle aura eu l'idée de s'arrêter pour nous voir. Je suppose qu'elle n'avait rien de particulier à vous dire, Lizzie. » Élisabeth fut forcée de répondre par un léger mensonge, car il était vraiment impossible de faire connaître le véritable sujet de leur conversation. Chapitre 57. Ce ne fut pas sans peine qu'Élisabeth parvint à surmonter le trouble où l'avait plongée cette visite extraordinaire. Et son esprit en demeura obsédé durant de longues heures. Lady Catherine avait donc pris, selon toute apparence, la peine de venir de Rosings à seule fin de rompre l'accord qu'elle supposait arrêté entre son neveu et Élisabeth. Il n'y avait là rien qui pût étonner de sa part. Mais d'où cette nouvelle lui était-elle venue, c'est ce qu'Élisabeth n'arrivait pas à s'expliquer. Enfin, l'idée lui vint que le fait qu'elle était la sœur de Jane, et Darcy, l'ami intime de Bingley, avait pu suffire à faire naître cette supposition, un projet de mariage ne manquant jamais d'en suggérer un autre à l'imagination du public. Leurs voisins de Lucas Lodge, car c'était certainement par eux et les Collins que le bruit avait atteint Lady Catherine, avaient seulement prédit, comme un fait assuré et prochain, ce qu'elle-même entrevoyait comme possible dans un avenir plus ou moins éloigné. Le souvenir des déclarations de Lady Catherine n'était pas sans lui causer quelque malaise, car il fallait s'attendre, après ce qu'elle avait dit de sa résolution d'empêcher le mariage, à ce qu'elle exerçât une pression sur son neveu. Comment celui-ci prendrait-il le tableau qu'elle lui ferait des fâcheuses conséquences d'une alliance avec la famille Bennet? Élisabeth n'osait le prévoir. Elle ne savait pas au juste le degré d'affection que lui inspirait sa tante, ni l'influence que ses jugements pouvaient avoir sur lui. Mais il était naturel de supposer qu'il avait pour Lady Catherine beaucoup plus de considération que n'en avait Élisabeth. Il était certain qu'en énumérant les inconvénients d'épouser une jeune fille dont la parenté immédiate était si inférieure à la sienne, sa tante l'attaquerait sur son point vulnérable. Avec ses idées sur les inégalités sociales, il estimerait sans doute raisonnables et judicieux les arguments qu'Élisabeth avait jugés faibles et ridicules. S'il était encore hésitant, les conseils et les exhortations d'une proche parente pouvaient avoir raison de ces derniers doutes et le décider à chercher le bonheur dans la satisfaction de garder sa dignité intacte. Dans ce cas, il ne reviendrait point. Lady Catherine le verrait sans doute en traversant Londres, et il n'aurait plus qu'à révoquer la promesse faite à Bingley de revenir à Netherfield. Par conséquent, se dit-elle, si son ami reçoit ces jours-ci une lettre où il s'excuse de ne pouvoir tenir sa promesse, je saurai à quoi m'en tenir, et qu'entre lui et moi, tout est fini. Le lendemain matin, comme elle descendait de sa chambre, elle rencontra son père qui sortait de la bibliothèque, une lettre à la main. « Je vous cherchais, justement, Lydie, » lui dit-il. « Entrez ici avec moi. » Elle le suivit, curieuse de ce qu'il allait lui dire, intriguée par cette lettre qui devait avoir une certaine importance. L'idée la frappa brusquement qu'elle venait peut-être de Lady Catherine, ce qui lui fit entrevoir, non sans effroi, toute une série d'explications où il lui faudrait s'engager. Elle suivit son père jusque devant la cheminée, et tous deux s'assirent. Monsieur Bennet prit la parole. « Je viens de recevoir une lettre qui m'a causé une surprise extrême. Comme elle vous concerne tout particulièrement, il faut que je vous en dise le contenu. J'ignorais jusqu'alors que j'avais 2 filles sur le point de se lier par les nœuds sacrés du mariage. Permettez-moi de vous adresser mes félicitations pour une conquête aussi brillante. » La couleur monta aux joues d'Élisabeth, subitement convaincue que la lettre venait non pas de la tante,
mais du neveu. À la fois satisfaite qu'il en vint à se déclarer, et mécontente que la lettre ne lui fût pas adressée, elle entendit son père poursuivre. « Vous avez l'air de comprendre de quoi il s'agit. Les jeunes filles en ces matières sont douées d'une grande pénétration, mais je crois pouvoir défier votre sagacité elle-même de deviner le nom de votre admirateur. Cette lettre vient de M. Collins. »« De M. Collins ? Que peut-il bien avoir à raconter ?»« Des choses très à propos, bien entendu. Sa lettre commence par des félicitations sur le prochain hyménée de ma fille Jane, dont il a été averti, semble-t-il, par le bavardage de ces braves Lucas. Je ne me jouerai pas de votre impatience en vous lisant ce qu'il écrit là-dessus. Voici le passage qui vous concerne. Après vous avoir offert mes sincères congratulations et celles de Mrs. Collins, laissez-moi faire une discrète allusion à un événement analogue que nous apprenons de même source. Votre fille Élisabeth, annonce-t-on, ne garderait pas longtemps le nom de Bennet après que sa sœur aînée l'aura quitté, et celui qu'elle a choisi pour partager son destin est considéré comme l'un des personnages les plus importants de ce pays. Pouvez-vous vraiment deviner de qui il est question, Lydie ? Ce jeune homme est favorisé d'une façon particulière en tout ce que peut souhaiter le cœur d'une mortelle. Beau domaine, noble parenté, relations influentes. Cependant, en dépit de tous ces avantages, laissez-moi vous avertir, ainsi que ma cousine Élisabeth, des maux que vous risquez de déchaîner en accueillant précipitamment les propositions de ce gentleman, propositions que vous êtes probablement tenté d'accepter sans retard. À votre idée, Lydie, quel peut être ce gentleman ? Mais ici tout se dévoile. Voici le motif pour lequel je vous conseille la prudence. Nous avons toute raison de croire que sa tante, Lady Catherine de Bourgh, ne considère pas cette union d'un œil favorable. C'est donc Monsieur Darcy. J'imagine, Lydie, que c'est une vraie surprise pour vous. Pouvait-on, parmi toutes nos connaissances, tomber sur quelqu'un dont le nom pût mieux faire ressortir la fausseté de toute cette histoire ? Monsieur Darcy, qui ne regarde jamais une femme que pour lui découvrir une imperfection. Monsieur Darcy, qui, probablement, ne vous a même jamais regardé. C'est ineffable. Élisabeth tenta de s'associer à la gaieté de son père, mais ne réussit qu'à ébaucher un sourire hésitant. « Cela ne vous amuse pas ? » ?»« Oh, si, mais continuez donc à lire. »« Hier soir, lorsque j'ai entretenu sa grâce de la possibilité de ce mariage, avec sa bienveillance coutumière, elle m'a confié ses sentiments. Par suite de certaines raisons de famille qu'elle fait valoir contre ma cousine, il me paraît évident qu'elle ne donnerait jamais son consentement à ce qu'elle appelle une mésalliance inacceptable. Je crois de mon devoir d'avertir avec toute la diligence possible ma cousine et son noble admirateur, afin qu'il sache à quoi il s'expose, et ne précipite pas une union qui ne serait pas dûment approuvée. M. Collins ajoute encore : je me réjouis véritablement de ce que la triste histoire de ma cousine Lydia ait été si bien étouffée. Une seule chose me peine, c'est que l'on sache dans le public qu'ils ont vécu ensemble 15 jours avant la bénédiction nuptiale. Je ne puis me dérober au devoir de ma charge et m'abstenir d'exprimer mon étonnement que vous ayez reçu le jeune couple chez vous, aussitôt après le mariage. C'est un encouragement au vice, et si j'étais le recteur de Longbourn, je m'y serais opposé de tout mon pouvoir. Assurément, vous devez leur pardonner en chrétien, mais non les admettre en votre présence, ni supporter que l'on prononce leur nom devant vous. Voilà quelle est sa conception du pardon chrétien. La fin de la lettre roule sur l'intéressante situation de sa chère Charlotte et leur espérance de voir bientôt chez eux un jeune plant d'olivier. Mais, Lydie, cela n'a pas l'air de vous amuser. Vous n'allez pas faire la délicate, je pense, et vous montrer affecté par un racontard stupide. Pourquoi sommes-nous sur terre, sinon pour fournir quelques distractions à nos voisins, et en retour nous égayer à leurs dépens ? Oh, s'écria Élisabeth, je trouve cela très drôle, mais tellement étrange. Et justement, c'est ce qui en fait le piquant. Si ces braves gens avaient choisi un autre personnage, il n'y aurait eu là rien de divertissant.
Mais l'extrême froideur de M. Darcy et votre aversion pour lui témoignent à quel point cette fable est délicieusement absurde. Bien que j'aie horreur d'écrire, je ne voudrais pour rien au monde mettre un terme à ma correspondance avec M. Collins. Bien mieux, quand je lis une de ses lettres, je ne puis m'empêcher de le placer au-dessus de Wickham, quoique j'apprécie fort l'impudence et l'hypocrisie de mon gendre. Et dites-moi, Lydie, qu'a raconté là-dessus Lady Catherine? Était-elle venue pour refuser son consentement? Pour toute réponse, Élisabeth se mit à rire. La question avait été posée le plus légèrement du monde, et M. Bennet n'insista pas. Élisabeth était plus malheureuse que jamais d'avoir à dissimuler ses sentiments. Elle se forçait à rire, alors qu'elle aurait eu plutôt envie de pleurer. Son père l'avait cruellement mortifiée par ce qu'il avait dit de l'indifférence de M. Darcy. Elle s'étonnait d'un tel manque de clairvoyance et en arrivait à craindre que là où son père n'avait rien vu, elle-même n'eût vu plus que la réalité. Chapitre 58. Au lieu de recevoir de son ami une lettre d'excuse, ainsi qu'Élisabeth s'y attendait à demi, M. Bingley put amener M. Darcy en personne à Longbourn, peu de jours après la visite de Lady Catherine. Tous deux arrivèrent de bonne heure, et avant que Mrs. Bennet eût eu le temps de dire à M. Darcy qu'elle avait vu sa tante, ce qu'Élisabeth redouta un instant, Bingley, qui cherchait l'occasion d'un tête-à-tête avec Jane, proposa à tout le monde une promenade. Mrs. Bennet n'aimait pas la marche, et Marie n'avait jamais un moment à perdre. Mais les autres acceptèrent, et ensemble se mirent en route. Bingley et Jane, toutefois, se laissèrent bientôt distancer et restèrent à marcher doucement en arrière. Le groupe formé par les trois autres était plutôt taciturne. Kitty, intimidée par M. Darcy, n'osait ouvrir la bouche. Élisabeth se préparait secrètement à brûler ses vaisseaux, et peut-être Darcy en faisait-il autant de son côté. Il s'était dirigé vers Lucas Lodge, où Kitty avait l'intention de faire visite à Maria. Élisabeth, ne voyant pas la nécessité de l'accompagner, la laissa entrer seule et poursuivit délibérément sa route avec M. Darcy. C'était maintenant le moment, ou jamais, d'exécuter sa résolution. Profitant du courage qu'elle se sentait en cet instant, elle commença sans plus attendre. « Je suis très égoïste, monsieur Darcy. Pour me soulager d'un poids, je vais donner libre cours à mes sentiments, au risque de heurter les vôtres. Mais je ne puis rester plus longtemps sans vous remercier de la bonté vraiment extraordinaire dont vous avez fait preuve pour ma pauvre sœur. Croyez bien que si le reste de ma famille en était instruit, je n'aurais pas ma seule reconnaissance à vous exprimer. Je regrette infiniment, répliqua Darcy, avec un accent plein de surprise et d'émotion, qu'on vous ait informé de choses qui, mal interprétées, ont pu vous causer quelque malaise. J'aurais cru qu'on pouvait se fier davantage à la discrétion de Mrs. Gardiner. Ne blâmez pas ma tante. L'étourderie de Lydia seule m'a révélé que vous aviez été mêlée à cette affaire, et, bien entendu, je n'ai pas eu de repos tant que je n'en ai pas connu tous les détails. Laissez-moi vous remercier 1000 et 1000 fois au nom de toute ma famille de la généreuse pitié qui vous a poussé à prendre tant de peine et à supporter tant de mortifications pour arriver à découvrir ma sœur. Si vous tenez à me remercier, répliqua Darcy, remerciez-moi pour vous seul. Que le désir de vous rendre la tranquillité est ajouté aux autres motifs que j'avais d'agir ainsi, je n'essaierai pas de le nier, mais votre famille ne me doit rien. Avec tout le respect que j'ai pour elle, je crois avoir songé uniquement à vous. L'embarras d'Élisabeth était tel qu'elle ne put prononcer une parole. Après une courte pause, son compagnon poursuivit. Vous êtes trop généreuse pour vous jouer de mes sentiments. Si les vôtres sont les mêmes qu'au printemps dernier, dites-le moi tout de suite. Les miens n'ont pas varié, non plus que le rêve que j'avais formé alors. Mais un mot de vous suffira pour m'imposer silence à jamais. Désireuse de mettre un terme à son anxiété, Élisabeth retrouva enfin assez d'empire sur elle-même pour lui répondre, et sans tarder, bien qu'en phrases entrecoupées, elle lui fit entendre que depuis l'époque à laquelle il faisait allusion, ses sentiments avaient subi un changement assez profond
pour qu'elle pût accueillir maintenant avec joie le nouvel aveu des siens. Cette réponse causa à Darcy un bonheur tel que sans doute il n'en avait point encore éprouvé un semblable, et il l'exprima dans des termes où l'on sentait toute l'ardeur et la tendresse d'un cœur passionnément épris. Si Élisabeth avait osé lever les yeux, elle aurait vu combien l'expression de joie profonde qui illuminait sa physionomie embellissait son visage. Mais si son trouble l'empêchait de regarder, elle pouvait l'entendre. Et tout ce qu'il disait, montrant à quel point elle lui était chère, lui faisait sentir davantage, de minute en minute, le prix de son affection. Ils marchaient au hasard, sans but, absorbés par ce qu'ils avaient à se confier, et le reste du monde n'existait plus pour eux. Élisabeth apprit bientôt que l'heureuse entente qui venait de s'établir entre eux était due aux efforts de Lady Catherine pour les séparer. En traversant Londres au retour, elle était allée trouver son neveu et lui avait conté son voyage à Longbourn sans lui en taire le motif. Elle avait rapporté en substance sa conversation avec Élisabeth, appuyant avec emphase sur toutes les paroles qui, à son sens, prouvaient la perversité ou l'impudence de la jeune fille, persuadée qu'avec un tel récit, elle obtiendrait de son neveu la promesse qu'Élisabeth avait refusé de lui faire. Mais, malheureusement pour sa grâce, l'effet produit avait été exactement le contraire de celui qu'elle attendait. « Elle m'a donné, dit-il, des raisons d'espérer que je n'avais pas encore. Je connaissais assez votre caractère pour être sûr que si vous aviez été décidé à me refuser d'une façon absolue et irrévocable, vous l'auriez dit à Lady Catherine, franchement et sans détour. » Élisabeth rougit et répondit en riant. « Vous ne connaissez que trop, en effet, ma franchise. Si j'ai pu vous faire en face tant de reproches abominables, je n'aurais eu aucun scrupule à les redire devant n'importe quel membre de votre famille. » « Et qu'avez-vous donc dit qui ne fût mérité ? Car si vos accusations étaient mal fondées, mon attitude envers vous dans cette circonstance était digne des reproches les plus sévères. Elle était impardonnable, et je ne puis y songer sans honte. Ne nous disputons pas pour savoir qui de nous fut, ce soir-là, le plus à blâmer. D'aucun des deux la conduite, en toute impartialité, ne peut être jugée irréprochable. Mais depuis lors, nous avons fait, je crois, l'un et l'autre, des progrès en politesse. Je ne puis m'absoudre aussi facilement. Le souvenir de ce que j'ai dit alors, de mes manières, de mes expressions, m'est encore, après de longs mois, infiniment pénible. Il y a un de vos reproches que je n'oublierai jamais. Si votre conduite avait été celle d'un gentleman, m'avez-vous dit, vous ne pouvez savoir, vous pouvez à peine imaginer combien ces paroles m'ont torturé, bien qu'il m'ait fallu quelque temps, je l'avoue, pour arriver à en reconnaître la justesse. J'étais certes bien éloignée de penser qu'elle produirait sur vous une si forte impression. Je le crois aisément. Vous me jugiez alors incapable de tout bon sentiment. Oui, ne protestez pas. Je ne pourrai jamais oublier l'expression de votre visage lorsque vous m'avez déclaré que, faite sous n'importe quelle forme, ma demande n'aurait jamais pu vous donner la moindre tentation de l'agréer. Oh, ne répétez pas tout ce que j'ai dit. Ces souvenirs n'ont rien d'agréable. Et voilà longtemps, je vous assure, qu'ils me remplissent de confusion. Darcy rappela sa lettre. Vous a-t-elle donné meilleure opinion de moi ? Avez-vous, en la lisant, fait crédit à ce qu'elle contenait ? Élisabeth expliqua les impressions qu'elle avait ressenties et comment, l'une après l'autre, toutes ses préventions étaient tombées. En écrivant cette lettre, reprit Darcy, je m'imaginais être calme et froid, mais je me rends compte maintenant que je l'ai écrite le cœur plein d'une affreuse amertume. Peut-être commençait-elle dans l'amertume, mais elle se terminait par un adieu plein de charité. Allons, ne pensez plus à cette lettre. Les sentiments de celui qui l'a écrite, comme de celle qui l'a reçue, ont si profondément changé depuis lors que tous les souvenirs désagréables qui s'y rapportent doivent être oubliés. Mettez-vous à l'école de ma philosophie, et ne retenez du passé que ce qui peut vous donner quelque plaisir. Je n'appelle pas cela de la philosophie. Les souvenirs que vous évoquez sont si exempts de reproches que la satisfaction qu'ils font naître
ne peut prendre le nom de philosophie. Mais il n'en va pas de même pour moi, et des souvenirs pénibles s'imposent à mon esprit qui ne doivent pas être repoussés. J'ai vécu jusqu'ici en égoïste. Enfant, on m'a enseigné à faire le bien, mais on ne m'a pas appris à corriger mon caractère. J'étais malheureusement fils unique, même durant de longues années, unique enfant. Et j'ai été gâté par mes parents qui, bien que pleins de bonté, mon père en particulier était la bienveillance même, ont laissé croître et même encouragé la tendance que j'avais à me montrer personnel et hautain, à enfermer mes sympathies dans le cadre familial et à faire fi du reste du monde. Tel ai-je été depuis mon enfance jusqu'à l'âge de 28 ans. Tel serais-je encore si je ne vous avais pas rencontrée, aimable et charmante Élisabeth. Que ne vous dois-je pas? Vous m'avez donné une leçon, dure sans doute, mais précieuse. Par vous, j'ai été justement humilié. Je venais à vous, n'éprouvant aucun doute au sujet de l'accueil qui m'attendait. Vous m'avez montré combien mes prétentions étaient insuffisantes pour plaire à une femme qui avait le droit d'être difficile. Comme vous avez dû me détester après ce soir-là? Vous détester? J'ai été en colère, peut-être, pour commencer, mais ma colère a pris bientôt une meilleure direction. J'ose à peine vous demander ce que vous avez pensé de moi lorsque nous nous sommes rencontrés à Pemberley. Ma présence en ce lieu ne vous a-t-elle pas paru déplacée? Non, en vérité. Je n'ai ressenti que de la surprise. Votre surprise n'a sûrement pas été plus grande que la mienne, en me voyant traiter par vous avec tant d'égards. Ma conscience me disait que je ne méritais pas d'être l'objet d'une politesse exagérée, et j'avoue que je ne comptais pas recevoir plus qu'il ne m'était dû. Mon but, répliqua Darcy, était de vous montrer, par toute la courtoisie dont j'étais capable, que je n'avais pas l'âme assez basse pour vous garder rancune du passé. J'espérais obtenir votre pardon et adoucir la mauvaise opinion que vous aviez de moi en vous faisant voir que vos reproches avaient été pris en considération. À quel moment d'autres souhaits se sont-ils mêlés à cet espoir? Je puis à peine le dire. Mais je crois bien que ce fut moins d'une heure après vous avoir revu. Il lui dit alors combien Georgiana avait été charmée de faire sa connaissance, et sa déception en voyant leur relation si brusquement interrompue. Ici, leurs pensées se portant naturellement sur la cause de cette interruption, Élisabeth apprit bientôt que c'était à l'hôtel même de Lambton que Darcy avait pris la décision de quitter le Derbyshire à sa suite et de se mettre à la recherche de Lydia. Son air grave et préoccupé venait uniquement du débat intérieur d'où était sortie cette détermination. Après avoir fait ainsi plusieurs milles sans y songer, un coup d'œil jeté à leur montre leur fit voir qu'il était grand temps de rentrer. Et Bingley? Et Jane? Qu'étaient-ils devenus? Cette question tourna sur eux la conversation. Darcy était enchanté de leur fiançailles. Son ami lui en avait donné la première nouvelle. « Je voudrais savoir si elle vous a surpris, » dit Élisabeth. « Du tout. Lorsque j'étais partie, je savais que ce dénouement était proche. »« C'est-à-dire que vous aviez donné votre autorisation ? Je m'en doutais. » Et, bien qu'il protestât contre le terme, Élisabeth découvrit que c'était à peu près ainsi que les choses s'étaient passées. « Le soir qui a précédé mon départ pour Londres, dit-il, j'ai fait à Bingley une confession à laquelle j'aurais dû me décider depuis longtemps. Je lui ai dit tout ce qui était arrivé pour rendre ma première intervention dans ses affaires absurde et déplacée. Sa surprise a été grande. Il n'avait jamais eu le moindre soupçon. Je lui ai dit de plus que je m'étais trompé en supposant votre sœur indifférente à son égard, et que, ne pouvant douter de la constance de son amour pour elle, j'étais convaincu qu'ils seraient heureux ensemble. Et votre conviction, je le suppose, a entraîné immédiatement la sienne ? Parfaitement. Bingley est très sincèrement modeste. Sa défiance naturelle l'avait empêché de s'en remettre à son propre jugement dans une question aussi importante. Sa confiance dans le mien a tout décidé. Mais je lui devais un autre aveu qui, pendant un moment, et non sans raison, l'a blessé. Je ne pouvais me permettre de lui cacher que votre sœur avait passé 3 mois à Londres l'hiver dernier, que je l'avais su,
et le lui avait laissé volontairement ignorer. Ceci l'a fâché. Mais sa colère, je crois bien, s'est évanouie en même temps que son doute sur les sentiments de votre sœur. Élisabeth avait grande envie d'observer que M. Bingley avait été un ami tout à fait charmant et que sa docilité à se laisser guider rendait inappréciable. Mais elle se contint. Elle se rappela que M. Darcy n'était pas encore habitué à ce qu'on le plaisantât, et il était encore un peu tôt pour commencer. Tout en continuant à parler du bonheur de Bingley, qui, naturellement, ne pouvait être inférieur qu'au sien, il poursuivit la conversation jusqu'à leur arrivée à Longbourn. Dans le hall, ils se séparèrent. Chapitre 59. Ma chère Lydie, où avez-vous bien pu aller vous promener? Telle fut la question que Jane fit à Élisabeth à son retour, et que répétèrent les autres membres de la famille au moment où l'on se mettait à table. Elle répondit qu'ils avaient marché au hasard des routes, jusqu'à ne plus savoir exactement où ils se trouvaient, et elle rougit en faisant cette réponse. Mais ni par là, ni par autre chose, elle n'excita aucun soupçon. La soirée se passa paisiblement, sans incident notable. Les fiancés déclarés causaient et riaient. Ceux qui l'étaient secrètement restaient silencieux. Darcy n'était pas d'un caractère à laisser son bonheur se révéler par des dehors joyeux, et Élisabeth, émue et perplexe, se demandait ce que diraient les siens lorsqu'ils sauraient tout, Jane étant la seule qui n'eût pas d'antipathie pour M. Darcy. Le soir, elle s'ouvrit à sa sœur. Bien que la défiance ne fût pas dans ses habitudes, Jane reçut la nouvelle avec une parfaite incrédulité. « Vous plaisantez, Lydie? C'est inimaginable. Vous, fiancée à M. Darcy? Non, non, je ne puis vous croire. Je sais que c'est impossible. Je n'ai pas de chance pour commencer. Moi qui mettais toute ma confiance en vous, je suis sûre à présent que personne ne me croira, si vous vous y refusez vous-même. Pourtant, je parle très sérieusement. Je ne dis que la vérité. Il m'aime toujours, et nous nous sommes fiancés tout à l'heure. Jane la regarda d'un air de doute. « Oh, Lydie, ce n'est pas possible. Je sais combien il vous déplaît. » Vous n'en savez rien du tout. Oubliez tout ce que vous croyez savoir. Peut-être fut-il un temps où je ne l'aimais pas comme aujourd'hui, mais je vous dispense d'avoir une mémoire trop fidèle. Dorénavant, je ne veux plus m'en souvenir moi-même. « Mon Dieu, est-ce possible ?» s'écria Jane. « Pourtant, il faut bien que je vous croie. Lydie, chérie, je veux vous féliciter. Mais êtes-vous certaine, excusez ma question, êtes-vous bien certaine que vous puissiez être heureuse avec lui? Il n'y a aucun doute à cet égard. Nous avons déjà décidé que nous serions le couple le plus heureux du monde. Mais êtes-vous contente, Jane? Serez-vous heureuse de l'avoir pour frère? Très heureuse. Monsieur Bingley et moi, nous pouvions souhaiter mieux. Nous en parlions quelquefois, mais en considérant la chose comme impossible. En toute sincérité, l'aimez-vous assez? Oh, Lydie, tout plutôt qu'un mariage sans amour. Êtes-vous bien sûre de vos sentiments? Tellement sûre que j'ai peur de vous entendre dire qu'ils sont exagérés. Pourquoi donc? Parce que je l'aime plus que Monsieur Bingley. N'allez pas vous fâcher? Ma chère petite sœur, ne plaisantez pas. Je parle fort sérieusement. Dites-moi vite tout ce que je dois savoir. Depuis quand l'aimez-vous? Tout cela est venu si insensiblement qu'il me serait difficile de vous répondre. Mais cependant, je pourrais peut-être dire depuis que j'ai visité son beau domaine de Pemberley. Une nouvelle invitation à parler sérieusement produisit son effet, et Élisabeth eut vite rassuré sa sœur sur la réalité de son attachement pour M. Darcy. Miss Bennet déclara alors qu'elle n'avait plus rien à désirer. « Désormais, je suis pleinement heureuse, affirma-t-elle, car votre part de bonheur sera aussi belle que la mienne. J'ai toujours estimé M. Darcy. N'y eût-il eu en lui que son amour pour vous, cela m'aurait suffi. Maintenant qu'il sera l'ami de mon mari et le mari de ma sœur, il aura le 3e rang dans mes affections. Mais, Lydie, comme vous avez été dissimulée avec moi, j'ignore presque tout ce qui s'est passé à Pemberley et à Lambton,
et le peu que j'en sais m'a été raconté par d'autres que par vous. » Élisabeth lui expliqua les motifs de son silence. L'incertitude où elle était au sujet de ses propres sentiments lui avait fait éviter, jusqu'alors, de nommer M. Darcy. Mais maintenant, il fallait que Jane sût la part qu'il avait prise au mariage de Lydia. Tout fut éclairci, et la moitié de la nuit se passa en conversation. « Dieu du ciel !» s'écria Mrs. Bennet le lendemain matin en regardant par la fenêtre. « Ne voilà-t-il pas ce fâcheux M. Darcy qui arrive encore avec notre cher Bingley ? Quelle raison peut-il avoir pour nous fatiguer de ses visites ? Je m'imaginais qu'il venait pour chasser, pêcher, tout ce qu'il voudrait. Mais non, pour être toujours fourré ici. Qu'allons-nous en faire ? Lizzie, vous devriez encore l'emmener promener pour éviter que Bingley le trouve sans cesse sur son chemin. » Élisabeth garda difficilement son sérieux à une proposition si opportune. Bingley, en entrant, la regarda d'un air expressif et lui serra la main avec une chaleur qui montrait bien qu'il savait tout. Puis, presque aussitôt, « Mistress Bennet, dit-il, n'avez-vous pas d'autres chemins dans lesquels Lizzie pourrait recommencer à se perdre aujourd'hui ? » « Je conseillerais à M. Darcy, à Lizzie et à Kitty, dit Mrs. Bennet, d'aller à pied ce matin jusqu'à Oakham Mount. C'est une jolie promenade, et M. Darcy ne doit pas connaître ce point de vue. » Kitty avoua qu'elle préférait ne pas sortir. Darcy professa une grande curiosité pour la vue de Oakham Mount, et Élisabeth donna son assentiment sans rien dire. Comme elle allait se préparer, Mrs. Bennet la suivit pour lui dire « Je regrette, Lizzie, de vous imposer cet ennuyeux personnage, mais vous ferez bien cela pour Jane. Inutile, du reste, de vous fatiguer à tenir conversation tout le long du chemin. Un mot de temps à autre suffira. » Pendant cette promenade, ils décidèrent qu'il fallait, le soir même, demander le consentement de M. Bennet. Élisabeth se réserva la démarche auprès de sa mère. Elle ne pouvait prévoir comment celle-ci accueillerait la nouvelle, si elle manifesterait une opposition violente ou une joie impétueuse. De toute manière, l'expression de ses sentiments ne ferait pas honneur à sa pondération, et Élisabeth n'aurait pas pu supporter que M. Darcy fût témoin ni des premiers transports de sa joie, ni des mouvements véhéments de sa désapprobation. Dans la soirée, quand M. Bennet se retira, M. Darcy se leva et le suivit dans la bibliothèque. Élisabeth fut très agitée jusqu'au moment où il reparut. Un sourire la rassura tout d'abord, puis, s'étant approché d'elle sous prétexte d'admirer sa broderie, il lui glissa « Allez trouver votre père. Il vous attend dans la bibliothèque. » Elle s'y rendit aussitôt. M. Bennet arpentait la pièce, l'air grave et anxieux. « Lizzie, dit-il, qu'êtes-vous en train de faire ? Avez-vous perdu le sens d'accepter cet homme ? Ne l'avez-vous pas toujours détesté ? » Comme Élisabeth eût souhaité alors n'avoir jamais formulé de ces jugements excessifs, il lui fallait à présent en passer par des explications difficiles, et ce fut avec quelque embarras qu'elle affirma son attachement pour Darcy. « En d'autres termes, vous êtes décidé à l'épouser. Il est riche, c'est certain, et vous aurez de plus belles toilettes et de plus beaux équipages que Jane. Mais cela vous donnera-t-il le bonheur ? N'avez-vous pas d'objection autre que la conviction de mon indifférence ? Aucune. Nous savons tous qu'il est orgueilleux, peu avenant, mais ceci ne serait rien s'il vous plaisait réellement. Mais il me plaît, protesta-t-elle, les larmes aux yeux. Je l'aime. Il n'y a point chez lui d'excès d'orgueil. Il est parfaitement digne d'affection. Vous ne le connaissez pas vraiment. Aussi, ne m'affligez pas en me parlant de lui en de tels termes. Lizzie, lui dit son père, je lui ai donné mon consentement. Il est de ces gens auxquels on ose refuser ce qu'ils vous font l'honneur de vous demander. Je vous le donne également, si vous êtes résolu à l'épouser, mais je vous conseille de réfléchir encore. Je connais votre caractère, Lizzie. Je sais que vous ne serez heureuse que si vous estimez sincèrement votre mari et si vous reconnaissez qu'il vous est supérieur. La vivacité de votre esprit rendrait plus périlleux pour vous un mariage mal assorti. Mon enfant,
Ne me donnez pas le chagrin de vous voir dans l'impossibilité de respecter le compagnon de votre existence. Vous ne savez pas ce que c'est. » Élisabeth, encore plus émue, donna dans sa réponse les assurances les plus solennelles. Elle répéta que M. Darcy était réellement l'objet de son choix. Elle expliqua comment l'opinion qu'elle avait eue de lui s'était peu à peu transformée, tandis que le sentiment de Darcy, loin d'être l'œuvre d'un jour, avait supporté l'épreuve de plusieurs mois d'incertitude. Elle fit avec chaleur l'énumération de toutes ses qualités, et finit par triompher de l'incrédulité de son père. « Eh bien, ma chérie, dit-il, lorsqu'elle eut fini de parler, je n'ai plus rien à dire. S'il en est ainsi, il est digne de vous. » Pour compléter cette impression favorable, Élisabeth l'instruisit de ce que Darcy avait fait spontanément pour Lydia. Il l'écouta avec stupéfaction. « Que de surprises dans une seule soirée! Ainsi donc, c'est Darcy qui a tout fait. Arrangé le mariage, donné l'argent, payé les dettes, obtenu le brevet d'officier de Wickham? Eh bien, tant mieux. Cela m'épargne bien du tourment et me dispense d'une foule d'économies. Si j'étais redevable de tout à votre oncle, je voudrais m'acquitter entièrement envers lui. Mais ces jeunes amoureux n'en font qu'à leur tête. J'offrirai demain à M. Darcy de le rembourser. Il s'emportera, tempêtera en protestant de son amour pour vous, et ce sera le dernier mot de l'histoire. » Il se souvint alors de l'embarras qu'elle avait laissé voir en écoutant la lecture de la lettre de M. Collins. Il l'en plaisanta quelques instants. Enfin, il la laissa partir, ajoutant comme elle le quittait. « S'il venait des prétendants pour Marie ou Kitty, vous pouvez me les envoyer. J'ai tout le temps de leur répondre. » La soirée se passa paisiblement. Lorsque Mrs. Bennet regagna sa chambre, Élisabeth la suivit pour lui faire l'importante communication. L'effet en fut des plus déconcertants. Au premier mot, Mrs. Bennet se laissa tomber sur une chaise, immobile, incapable d'articuler une syllabe. Ce ne fut qu'au bout d'un long moment qu'elle put comprendre le sens de ce qu'elle entendait, bien qu'en général elle eût l'esprit assez prompt dès qu'il était question d'un avantage pour sa famille ou d'un amoureux pour ses filles. Enfin, elle reprit possession d'elle-même, s'agita sur sa chaise, se leva, se rassit et prit le ciel à témoin de sa stupéfaction. « Miséricorde, bonté divine, peut-on s'imaginer chose pareille? Monsieur Darcy? Qui aurait pu le supposer? Est-ce bien vrai? Oh, ma petite Lizzie, comme vous allez être riche et considérée! Argent de poche, bijoux, équipage, rien ne vous manquera. Jane n'aura rien de comparable. Je suis tellement contente, tellement heureuse. Un homme si charmant, si beau, si grand. Oh, ma chère Lizzie, je n'ai qu'un regret, c'est d'avoir eu pour lui jusqu'à ce jour tant d'antipathie. J'espère qu'il ne s'en sera pas aperçu. Lizzie, chérie, une maison à Londres, tout ce qui fait le charme de la vie. 3 filles mariées, 10 000 livres de rente. Oh mon Dieu, que vais-je devenir? C'est à en perdre la tête. » Il n'en fallait pas plus pour faire voir que son approbation ne faisait pas de doute. Heureuse d'avoir été le seul témoin de ces effusions, Élisabeth se retira bientôt. Mais elle n'était pas dans sa chambre depuis 3 minutes que sa mère l'y rejoignit. « Mon enfant bien-aimé » s'écria-t-elle. « Je ne puis penser à autre chose. 10 000 livres de rente, et plus encore très probablement. Cela vaut un titre. Et la licence spéciale. Il faut que vous soyez marié par licence spéciale. Mais dites-moi, mon cher amour, quel est donc le plat préféré de M. Darcy, que je puisse le lui servir demain? » Voilà qui ne présageait rien de bon à Élisabeth pour l'attitude que prendrait sa mère avec le gentleman lui-même. Mais la journée du lendemain se passa beaucoup mieux qu'elle ne s'y attendait, car Mrs. Bennet était tellement intimidée par son futur gendre qu'elle ne se hasarda guère à lui parler, sauf pour approuver tout ce qu'il disait. Quant à M. Bennet, Élisabeth eut la satisfaction de le voir chercher à faire plus intimement connaissance avec Darcy. Il assura même bientôt à sa fille que son estime pour lui croissait d'heure en heure.
J'admire hautement mes 3 gendres, déclara-t-il. Wickham, peut-être, est mon préféré, mais je crois que j'aimerais votre mari tout autant que celui de Jane. Chapitre 60. Élisabeth, qui avait retrouvé tout son joyeux entrain, pria M. Darcy de lui conter comment il était devenu amoureux d'elle. « Je m'imagine bien comment, une fois lancé, vous avez continué, mais c'est le point de départ qui m'intrigue. »« Je ne puis vous fixer ni le jour, ni le lieu, pas plus que vous dire le regard ou les paroles qui ont tout déterminé. Il y a vraiment trop longtemps. J'étais déjà loin sur la route avant de m'apercevoir que je m'étais mise en marche. » « Vous ne vous faisiez pourtant point d'illusions sur ma beauté ? Quant à mes manières, elles frisaient l'impolitesse à votre égard, et je ne vous adressais jamais la parole sans avoir l'intention de vous être désagréable. Dites-moi, est-ce pour mon impertinence que vous m'admiriez ? Votre vivacité d'esprit, oui, certes. Appelez-la tout de suite de l'impertinence, car ce n'était guère autre chose. La vérité, c'est que vous étiez dégoûté de cette amabilité, de cette déférence, de ces soins empressés dont vous étiez l'objet. Vous étiez fatigué de ces femmes qui ne faisaient rien que pour obtenir votre approbation. C'est parce que je leur ressemblais si peu que j'ai éveillé votre intérêt. Voilà, je vous ai épargné la peine de me le dire. Certainement, vous ne voyez rien à louer en moi, mais pense-t-on à cela lorsqu'on tombe amoureux ? N'y avait-il rien à louer dans le dévouement affectueux que vous avez eu pour Jane lorsqu'elle était malade à Netherfield ? Cette chère Jane. Qui donc n'en aurait fait autant pour elle ? Vous voulez de cela me faire un mérite à tout prix. Soit, mes bonnes qualités sont sous votre protection. Grossissez-les autant que vous voudrez. En retour, il m'appartiendra de vous taquiner et de vous quereller le plus souvent possible. Je vais commencer tout de suite en vous demandant pourquoi vous étiez si peu disposé en dernier lieu à aborder la question. Qu'est-ce qui vous rendait si réservé quand vous êtes venu nous faire visite et le soir où vous avez dîné à Longbourn ? Vous aviez l'air de ne pas faire attention à moi. Vous y étiez grave et silencieuse et ne me donniez aucun encouragement. C'est que j'étais embarrassée. Et moi de même. Vous auriez pu causer un peu plus quand vous êtes venu dîner. Un homme moins épris en eût été capable, sans doute. Quel malheur que vous ayez toujours une réponse raisonnable à faire, et que je sois moi-même assez raisonnable pour l'accepter. Mais je me demande combien de temps vous auriez continué ainsi, et quand vous vous seriez décidé à parler, si je ne vous y avais provoqué. Mon désir de vous remercier de tout ce que vous avez fait pour Lydia y a certainement beaucoup contribué. Trop peut-être. Que devient la morale si notre bonheur naît d'une promesse violée ? En conscience, je n'aurais jamais dû aborder ce sujet. Ne vous tourmentez pas, la morale n'est pas compromise. Les tentatives injustifiables de Lady Catherine pour nous séparer ont eu pour effet de dissiper tous mes doutes. Je ne dois point mon bonheur actuel au désir que vous avez eu de m'exprimer votre gratitude, car le rapport fait par ma tante m'avait donné de l'espoir, et j'étais décidé à tout éclaircir sans plus tarder. Lady Catherine nous a été infiniment utile, et c'est de quoi elle devrait être heureuse, elle qui aime tant à rendre service. Aurez-vous jamais le courage de lui annoncer ce qui l'attend ? C'est le temps qui me manquerait plutôt que le courage, bête. Cependant, c'est une chose qu'il faut faire, et si vous voulez bien me donner une feuille de papier, je vais écrire immédiatement. Si je n'avais moi-même une lettre à écrire, je pourrais m'asseoir près de vous et admirer la régularité de votre écriture, comme une autre jeune demoiselle le fit un soir. Mais moi aussi, j'ai une tante que je ne dois pas négliger plus longtemps. La longue lettre de Mrs. Gardiner n'avait pas encore reçu de réponse. Élisabeth, se sentant peu disposée à rectifier les exagérations de sa tante sur son intimité avec Darcy. Mais à présent qu'elle avait à faire part d'une nouvelle qu'elle savait devoir être accueillie avec satisfaction, elle avait honte d'avoir déjà retardé de 3 jours la joie de son oncle et de sa tante, et elle écrivit sur-le-champ. « J'aurais déjà dû vous remercier, ma chère tante, de votre bonne lettre, pleine de longs et satisfaisants détails. À vous parler franchement, j'étais de trop méchante humeur pour écrire. Vos suppositions, alors, dépassaient la réalité. Mais maintenant,
Supposez tout ce que vous voudrez, lâchez la bride à votre imagination, et, à moins de vous figurer que je suis déjà mariée, vous ne pouvez vous tromper de beaucoup. Vite, écrivez-moi, et dites de lui beaucoup plus de bien que vous n'avez fait dans votre dernière lettre. Je vous remercie 1000 et 1000 fois de ne pas m'avoir emmené visiter la région des lacs. Que j'étais donc sotte de le souhaiter. Votre idée de poney est charmante. Tous les jours nous ferons le tour du parc. Je suis la créature la plus heureuse du monde. Beaucoup, sans doute, ont dit la même chose avant moi, mais jamais aussi justement. Je suis plus heureuse que Jane elle-même, car elle sourit, et moi, je ris. Monsieur Darcy vous envoie toute l'affection qu'il peut distraire de la part qui me revient. Il faut que vous veniez tous passer Noël à Pemberley. Affectueusement. La lettre de Monsieur Darcy à Lady Catherine était d'un autre style, et bien différente de l'une et de l'autre fut celle que Monsieur Bennet adressa à Monsieur Collins en réponse à sa dernière épître. Cher monsieur, je vais vous obliger encore une fois à m'envoyer des félicitations. Élisabeth sera bientôt la femme de Monsieur Darcy. Consolez de votre mieux Lady Catherine. Mais à votre place, je prendrai le parti du neveu. Des deux, c'est le plus riche. Tout à vous, Bennet. Les félicitations adressées par Miss Bingley à son frère furent aussi chaleureuses que peu sincères. Elle écrivit même à Jane pour lui exprimer sa joie et lui renouveler l'assurance de sa très vive affection. Jane ne s'y laissa pas tromper, mais cependant elle ne put s'empêcher de répondre à Miss Bingley beaucoup plus amicalement que celle-ci ne le méritait. Miss Darcy eut autant de plaisir à répondre à son frère qu'il en avait eu à lui annoncer la grande nouvelle. Et c'est à peine si 4 pages suffirent à exprimer son ravissement et tout le désir qu'elle avait de plaire à sa future belle-sœur. Avant qu'on eût rien pu recevoir des Collins, les habitants de Longbourn apprirent l'arrivée de ceux-ci chez les Lucas. La raison de ce déplacement fut bientôt connue. Lady Catherine était entrée dans une telle colère au reçu de la lettre de son neveu que Charlotte, qui se réjouissait sincèrement du mariage d'Élisabeth, avait préféré s'éloigner et donner à la tempête le temps de se calmer. La présence de son amie fut une vraie joie pour Élisabeth, mais elle trouvait parfois cette joie chèrement achetée lorsqu'elle voyait M. Darcy victime de l'empressement obséquieux de M. Collins. Darcy supporta cette épreuve avec un calme admirable. Il put même écouter avec la plus parfaite sérénité Sir William Lucas le féliciter d'avoir conquis le plus beau joyau de la contrée, et lui exprimer l'espoir qu'ils se retrouveraient tous fréquemment à la cour. S'il lui arriva de hausser les épaules, ce ne fut qu'après le départ de Sir William. La vulgarité de Mrs. Phillips mit sans doute sa patience à plus rude épreuve, et quoique Mrs. Phillips se sentit en sa présence trop intimidée pour parler avec la familiarité que la bonhomie de Bingley encourageait, elle ne pouvait pas ouvrir la bouche sans être commune, et tout le respect qu'elle éprouvait pour Darcy ne parvenait pas à lui donner même un semblant de distinction. Élisabeth fit ce qu'elle put pour épargner à son fiancé de trop fréquentes rencontres avec les uns et les autres. Et si tout cela diminuait parfois un peu la joie de cette période des fiançailles, elle n'en avait que plus de bonheur à penser au temps où ils quitteraient enfin cette société si peu de leur goût pour aller jouir du confort et de l'élégance de Pemberley dans l'intimité de leur vie familiale. Chapitre 56. Heureux entre tous, pour les sentiments maternels de Mrs. Bennet, fut le jour où elle se sépara de ses 2 plus charmantes filles. Avec quelle satisfaction orgueilleuse elle put dans la suite visiter Mrs. Bingley et parler de Mrs. Darcy, s'imagine aisément. Je voudrais pouvoir affirmer, pour le bonheur des siens, que cette réalisation inespérée de ses vœux les plus chers la transforma en une femme aimable, discrète et judicieuse pour le reste de son existence. Mais il n'est pas sûr que son mari aurait apprécié cette forme si nouvelle pour lui du bonheur conjugal, et peut-être valait-il mieux qu'elle gardât sa sottise et ses troubles nerveux. M. Bennet eut beaucoup de peine à s'accoutumer au départ de sa seconde fille, et l'ardent désir qu'il avait de la revoir parvint à l'arracher fréquemment à ses habitudes. Il prenait grand plaisir à aller à Pemberley,
spécialement lorsqu'on ne l'y attendait pas. Jane et son mari ne restèrent qu'un an à Netherfield. Le voisinage trop proche de Mrs. Bennet et des commérages de Meryton vinrent à bout même du caractère conciliant de Bingley et du cœur affectueux de la jeune femme. Le vœu de Miss Bingley et de Mrs. Hurst fut alors accompli. Leur frère acheta une propriété toute proche du Derbyshire et Jane et Elizabeth, outre tant d'autres satisfactions, eurent celle de se trouver seulement à 30 milles l'une de l'autre. Kitty, pour son plus grand avantage, passa désormais la majeure partie de son temps auprès de ses sœurs aînées. En si bonne société, elle fit de rapides progrès et, soustraite à l'influence de Lydia, devint moins ombrageuse, moins frivole et plus cultivée. Ses sœurs veillèrent à ce qu'elle fréquentât Mrs. Wickham le moins possible, et bien que celle-ci l'engageât souvent à venir la voir en lui promettant force bals et prétendants, M. Bennet ne permit jamais à Kitty de se rendre à ses invitations. Marie fut donc la seule des 5 demoiselles Bennet qui demeura au foyer, mais elle dut négliger ses chères études à cause de l'impossibilité où était sa mère de rester en tête-à-tête avec elle-même. Marie se trouva donc forcée de se mêler un peu plus au monde. Comme cela ne l'empêchait pas de philosopher à tort et à travers, et que le voisinage de ses jolies sœurs ne l'obligeait plus à des comparaisons mortifiantes pour elle-même, son père la soupçonna d'accepter sans regret cette nouvelle existence. Le mariage de Jane et d'Elizabeth n'amena aucun changement chez les Wickham. Le mari de Lydia supporta avec philosophie la pensée qu'Elizabeth devait maintenant connaître toute l'ingratitude de sa conduite et la fausseté de son caractère qu'elle avait ignorée jusque-là, mais il garda malgré tout le secret espoir que Darcy pourrait être amené à l'aider dans sa carrière. C'était tout au moins ce que laissait entendre la lettre que Lydia envoya à sa sœur à l'occasion de ses fiançailles. « Ma chère Lydie, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Si vous aimez M. Darcy moitié autant que j'aime mon cher Wickham, vous serez très heureuse. C'est une grande satisfaction que de vous voir devenir si riche. Et quand vous n'aurez rien de mieux à faire, j'espère que vous penserez à nous. Je suis sûre que mon mari apprécierait beaucoup une charge à la cour. Et vous savez que nos moyens ne nous permettent guère de vivre sans un petit appoint. N'importe quelle situation de 300 ou 400 livres serait la bienvenue. Mais, je vous en prie, ne vous croyez pas obligé d'en parler à M. Darcy si cela vous ennuie. À vous bien affectueusement. » Comme il se trouvait justement que cela ennuyait beaucoup Élisabeth, elle s'efforça en répondant à Lydia de mettre un terme définitif à toute sollicitation de ce genre. Mais par la suite, elle ne laissa pas d'envoyer à sa jeune sœur les petites sommes qu'elle pouvait prélever sur ses dépenses personnelles. Elle avait toujours été persuadée que les modestes ressources du ménage Wickham seraient insuffisantes entre les mains de 2 êtres aussi prodigues et aussi insouciants de l'avenir. À chacun de leurs changements de garnison, elle ou Jane se voyaient mises à contribution pour payer leurs créanciers. Même lorsque, la paix ayant été conclue, ils purent avoir une résidence fixe, ils continuèrent leur vie désordonnée, toujours à la recherche d'une situation et toujours dépensant plus que leurs revenus. L'affection de Wickham pour sa femme se mua bientôt en indifférence. Lydia, elle, lui demeura attachée un peu plus longtemps, et, en dépit de sa jeunesse et de la liberté de ses manières, sa réputation ne donna plus sujet à la critique. Quoique Darcy ne pût consentir à recevoir Wickham à Pemberley, à cause d'Élisabeth, il s'occupa de son avancement. Et Lydia venait parfois les voir, lorsque son mari allait se distraire à Londres ou à Bath. Mais, chez les Bingley, tous deux firent de si fréquents et si longs séjours que Bingley finit par se lasser et alla même jusqu'à envisager la possibilité de leur suggérer qu'il ferait bien de s'en aller. Miss Bingley fut très mortifiée par le mariage de Darcy, mais pour ne pas se fermer la porte de Pemberley, elle dissimula sa déception, se montra plus affectueuse que jamais pour Georgiana, presque aussi empressée près de Darcy, et liquida tout son arriéré de politesse vis-à-vis d'Élisabeth. Georgiana vécut dès lors à Pemberley, et son intimité avec Élisabeth fut aussi complète que Darcy l'avait rêvé. Georgiana avait la plus grande admiration pour sa belle-sœur, quoique, au début,
Elle fut presque choquée de la manière enjouée et familière dont celle-ci parlait à son mari. Ce frère aîné, qui lui avait toujours inspiré un respect touchant à la crainte, elle le voyait maintenant taquiner sans façon. Elle comprit peu à peu qu'une jeune femme peut prendre avec son mari des libertés qu'un frère ne permettrait pas toujours à une sœur de 10 ans plus jeune que lui. Lady Catherine fut indignée du mariage de son neveu. Comme elle donna libre cours à sa franchise dans sa réponse à la lettre qui le lui annonçait, elle s'exprima en termes si blessants, spécialement à l'égard d'Élisabeth, que tout rapport cessa pour un temps entre Rosings et Pemberley. Mais, à la longue, sous l'influence d'Élisabeth, Darcy consentit à oublier son déplaisir et à chercher un rapprochement. Après quelques résistances de la part de Lady Catherine, le ressentiment de celle-ci finit par céder, et, que ce fût par affection pour son neveu ou par curiosité de voir comment sa femme se comportait, elle condescendit à venir à Pemberley, bien que ces lieux eussent été profanés non seulement par la présence d'une telle châtelaine, mais encore par les visites de ses oncles et tantes de la cité. Les habitants de Pemberley restèrent avec les Gardiner dans les termes les plus intimes. Darcy, aussi bien que sa femme, éprouvait pour eux une affection réelle. Et tous deux conservèrent toujours la plus vive reconnaissance pour ceux qui, en amenant Élisabeth en Derbyshire, avaient joué entre eux le rôle providentiel de trait d'union. Fin